dixième de les besoins d'un adulte en fer. Si on prend l'adulte, il a 3 grammes dans son organisme, le fœtus, il aura un dixième, ça veut dire 300 mg. On a besoin de 90 mg pour le fonctionnement du placenta, parce que le placenta, il y a beaucoup d'échanges de sang entre la mère et l'enfant. Et aussi, on a des pertes métaboliques physiologiques. Vous savez que la femme, elle a beaucoup de sécrétions pendant la grossesse. Elle a une température qui est plus ou moins élevée. Et tout ce métabolisme qui est activé de manière importante, il va consommer un peu plus de fer. Alors, si on comprend bien, la femme a besoin de plus d'un tiers du fer qu'elle a dans son corps. Mais 70% de cette quantité de fer, elle en a besoin pour ses besoins à elle et le placenta. 30% uniquement, c'est pour l'enfant. Mais comme je vous ai dit, actuellement, on le sait très bien et c'est prouvé, les besoins en fer, le fer est nécessaire pour le développement du cerveau de l'enfant. Et on a de plus en plus d'études qui prouvent que quand la mère a une carence en fer, on peut avoir des troubles neurologiques chez l'enfant et surtout les troubles du comportement chez l'enfant. Alors, ce qu'on peut déduire, si la femme déjà, avant la grossesse, elle avait une carence en fer, elle n'avait pas assez de fer, comment elle va être? On a dit que le fer, il rentre dans l'activité alors déjà, l'hémoglobine, de l'oxygène. En plus, c'est des enzymes qui travaillent pour les fonctions métaboliques et les fonctions cellulaires. Maintenant, si vous n'avez pas, la première chose, qu'est-ce qu'elle va ressentir, la femme? Une grande fatigue. Parce que tout simplement, elle n'arrivera pas, elle sera fatiguée. Elle sera fatiguée. Alors, si on voit les besoins en fer de la femme. Alors, si on voit les besoins en fer de la femme, une femme normale, elle a besoin de 15 mg. De 15 mg par jour, parce que si vous prenez 15 mg, l'absorption sera de juste 1 demi-gramme. Ses besoins en fer par jour seront de 15 mg. Maintenant, en début de grossesse, regardez, ça fait 25 mg en début de grossesse. Ça veut dire qu'on est à plus 60% de ses besoins. En fin de grossesse, elle a besoin du double de ses besoins. Alors, mais si la femme commence avec des réserves, avant la grossesse, eh bien, elle aura besoin, regardez, jusqu'à 50 mg. Ça veut dire que pratiquement 3 fois les besoins de avant la grossesse. Juste parce que le makhzoun taha machine. Ça veut dire que ces besoins vont atteindre en fin de grossesse 5 à 6 mg par jour en fin de grossesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en début de grossesse, là c'est pas dans le sang, hein, en début de grossesse, si la femme, elle a pas de carence, c'est-à-dire le makhzoun taha le fer, il est excellent. C'est très rare à c'est très rare. Ça devient très rare. Alors, elle a besoin quand même les besoins de Hawzi 60%. Ça, le déjà de la carence en fer, elle a besoin de 3 fois son besoin avant la grossesse. Et à la fin de la grossesse, dans tous les cas, elle aura besoin de 2 fois les besoins de Sarah. Alors,
Là, je reviens sur cette planche. Regardez sur cette planche, qu'est-ce qui est très important. Le fer héménique, ça veut dire l'idée les viandes. Leur absorption, elle est de 25%. C'est pour ça que si on dit, par exemple, elle a besoin de 25 mg, donc elle dit 25%, يخرجوا لك à peine 4 mg qui vont être absorbés. C'est ça le, comment dire, et quand vous allez avoir un fer non héminique, c'est juste 10%. Ça veut dire que le fer des viandes, il est 3 fois plus absorbé que le fer des plantes. Alors, quels sont les aliments riches en fer? Donc, en tant que sage-femme, c'est quoi le rôle تاعك? Le rôle تاعك déjà, لازم كي تجيك la femme enceinte, لازم تديري لها de l'éducation nutritionnelle. Ça veut dire quoi de l'éducation nutritionnelle? Ça veut dire تفهميها. وها تسقسيك هي ديجا تقول لك مدام واش ناكل، كانت عندي ديجا لانيمي واش ناكل باش le fer تاعي يطلع. Alors la première chose, c'est la viande. La viande la plus riche, c'est la viande rouge. Ça veut dire le veau, le bœuf, le grill, le halmi. Tout ça, c'est très riche en fer. Mais tu disais, elle a très très bien que c'est pas aussi facile que ça. Après, on a la volaille, le poulet et la dinde sont également très riches en fer. Il y a la volaille qui a le fer, les gens ne le savent pas, c'est les cailles. Les cailles, ou les cailles. Les cailles sont très très riches en fer. Ça, il faut faire très attention avec cette histoire de poulet et de dinde. Parce que quand on dit le poulet et la dinde sont très riches en fer, c'est le poulet ou la dinde, les mobiles naturellement, à la barra. Mais si un poulet et de la dinde qui est bourré d'hormones, par les antibiotiques, c'est-à-dire faire très attention. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont le jet tous les jours. Mais le jet tous les jours, c'est des hormones pour son fœtus. Et c'est pas bien, hein. Ça veut dire que c'est un bébé qui va avoir des perturbateurs endocriniens qui vont être très importants. D'accord. Alors, les fruits de mer, les huîtres, les palourdes, mais ça, les escargots, dans certaines régions de Boudiaïen, eh bien, les escargots, c'est très bien, Boudjirlelo, c'est très, très riche en fer. Si maintenant, elle peut avoir de temps en temps de l'escargot et elle le supporte, eh bien, c'est très bon. Après, on a, dans tout ce qui est fer héménique, ça veut dire le F2, on a le poisson. Le poisson gras, la sardine. La sardine n'est pas très chère, mais elle est extrêmement riche. Ça veut dire que, en plus, il n'y a pas que du fer dedans. Vous avez le fer, les oméga 3. La sardine, c'est quelque chose de très bien. La femme enceinte, c'est cool de manière équilibrée. L'être d'œil. Elle n'a pas besoin de grande quantité de viande. Alors, la viande qu'elle doit manger, c'est toujours la pomme de la main. Un morceau un jour. Le deuxième jour, un peu de sardine. C'est la même chose. C'est pas de grande quantité. À 100 mg, c'est ce qu'on demande. 100 mg. Après, le troisième jour, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre du poulet. Alors, il y a aussi une chose où il y a beaucoup de fer. Après, je vais vous montrer. Après, je vais vous montrer un petit peu les portions. Après, on a les céréales, mais complètes. Alors, qu'est-ce que le khobz? La femme enceinte, il faut bien lui expliquer. Si elle veut avoir du fer complet. Ça veut dire smil ou complet. C'est كلش. ماشي la farine blanche. Vous faites de l'éducation nutritionnelle pour vos femmes enceintes. Mais قولي toujours que la farine blanche, chaque code alimentaire تاعنا nos grands-mères et tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle mangeait, qu'elle nous dit tout ça, mais avec
des céréales complètes. Après, il y a l'orge sha'ir qui est excellent. Tout ça, c'est très, très important et c'est très riche en fer. Mais pourquoi? Parce qu'ils mangeaient énormément de céréales complètes. D'ailleurs, si on revient, même dans notre religion, dans le Coran et tout, les céréales ont été toujours mises dans les versets coraniques, notre Coran, ça veut dire que Rabbi a des bienfaits extraordinaires, mais pas raffinés, pas la farine blanche, les céréales complètes. Après, les légumineuses. Les légumineuses, c'est les lentilles, les haricots blancs, les graines de soja. Les lentilles, les haricots blancs, c'est excellent pour la santé. Alors, on sait une chose, que les lentilles et les haricots blancs, quand elles germent un peu, ça veut dire que nos habitudes alimentaires, les légumineuses, et bien, surtout qu'ils nous bien, et bien, ça les aide à faire sortir leur fer ou l'absorption de ce fer est meilleure. Ça veut dire, vous êtes le problème مع دراهم ولا بشي لحم كل يوم تاكل كبده تاكل سي نورمال هذه كاينه مي تاكل شوربه عدس والعدس هذاك منفخاتو شوربه عدس كسره avec des céréales, c'est une source de fer qui est extraordinaire. Alors, après on a les légumes à feuilles, en particulier les légumes verts. Alors, c'est les légumes verts qui sont riches en fer. Alors, mais ils ne sont pas aussi riches en fer, ils ont d'autres vitamines. Alors, un des meilleurs légumes qui est riche en fer, et ça c'est une vérité, c'est les épinards. Les épinards sont riches en fer, il faut vraiment, il faut dire aux femmes d'y inclure régulièrement. Et on a dit le poisson, la sardine. Alors, les céréales, les légumineuses, les légumes verts, c'est du fer non héménique. C'est les plantes. Ça veut dire l'absorption. On va augmenter son absorption. On va augmenter son absorption en l'associant avec une source de vitamine C. Quelle est la source de vitamine C? La source de vitamine C, ce qui est important, on a l'orange, les jus d'orange, la mandarine, tout ça. C'est pour ça que certains, alors, certains, alors, il y a une autre source de vitamine C, c'est le persil. Le persil, c'est une bonne source de vitamine C. Le persil, c'est quand même assez important. Et c'est pour ça que, par exemple, le clé, il partout. Parce qu'il va augmenter l'absorption il va augmenter l'absorption des, comment dire, du fer non héménique. Alors, il y a aussi, par contre, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est que il y a des choses qui vont diminuer l'absorption du fer. Qu'est-ce qui diminue l'absorption du fer? Ce qui diminue l'absorption du fer, c'est essentiellement le thé et le café. C'est pour ça que la femme enceinte, il faut faire moi très très bien, que quand elle mange, après le manger, jamais parce qu'elle va inhiber l'absorption du fer. Et aussi, il y a aussi autre chose, c'est ce qui inhibe aussi, c'est le calcium et le magnésium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va pas manger, elle va pas boire du lait, par exemple, elle va pas boire du lait avec
Elle va pas boire du lait avec avec un aliment qui lui donne du fer. Alors, maintenant, quels sont les fruits qui sont riches en fer? Alors, les fruits qui sont riches en fer, les fruits qui sont riches en fer, on a essentiellement la noix de coco, l'abricot sec. C'est pour ça que l'abricot sec, par exemple, si la femme peut le manger, c'est très bien. Il y a une chose aussi qui est extraordinaire chez la femme enceinte, il faut lui dire de la prendre, c'est le gingembre. Il faut تحط السكنجبير partout في الماكلة تاعها. Alors, non seulement le gingembre est riche en fer, mais aussi, en dehors de ça, il a l'envie de vomir. Ça veut dire qu'il a plusieurs effets. Après, on a les fruits à coque. Les fruits à coque, c'est quoi? Le cacao, le louz, le djouz, le plus important, je une petite poignée par jour, une petite, ça suffit largement. Et après, c'est vrai qu'un des meilleurs, c'est la ration de fer. 200 grammes de volaille lui donne à peu près la quantité de fer qu'il faut. Alors, le foie de volaille, mais c'est pas, là, c'est كبدة الدجاج. كبدة الدجاج, 200 grammes de كبدة الدجاج, elle a pratiquement sa ration. Après, on a le bœuf, on a le foie de veau, le foie de bœuf. Ça, c'est très important. Regardez, on a toujours pensé que le كبدة تاع الخروف هي فيها بزاف. J'ai suscité la teneur en fer que le كبدة تاع الغني, par exemple, alors que son prix, le prix بتاعها il est... Pourquoi le كبدة? Surtout avant qu'il date comme le rappel. Puis je fais tout le rappel. Dans le foie dans le foie, il y a les réserves en fer. C'est la ferritine, c'est le stockage. C'est pour ça qu'il est que le كبدة تاع الدجاج ولا الكبدة تاع le veau ولا فيها بزاف de fer à cause de ça. Alors, après, on a l'agneau, le ralmi, et on a les cailles. Les cailles, elles contiennent beaucoup de fer. Ça veut dire que هذه باش تعرفوها هي الكبدة تاع الدجاج, le bœuf, الكبدة تاع le veau, الكبدة تاع le bœuf et l'agneau. Alors, maintenant, une personne qui a une carence en fer. Quelles sont les conséquences? La première chose que je parle comme le fer, il rentre dans la constitution de tout notre organisme. En plus, c'est l'oxygénation. Il rentre dans la fabrication de l'hémoglobine, mais pas que l'hémoglobine, et aussi dans la fabrication des enzymes qui sont dans le métabolisme de tout notre corps. Si on n'en a pas du tout, qu'est-ce qu'on est? On est très fatigué tout le temps. D'ailleurs, c'est la maladie du siècle, hein. Tout le monde est tout le temps fatigué. Et les femmes enceintes ces derniers temps, toujours voilà. Alors, une femme enceinte doit تقول لك أنا عيانة. Mais c'est parce qu'elle est enceinte. L'enceinte, c'est pas une maladie. La grossesse, pas une maladie. C'est un état physiologique. حالة طبيعية. Puisque c'est حالة طبيعية, eh ben, elle ne devrait pas se fatiguer tout le temps. Et là, c'est une fatigabilité importante. Il y a la diminution des performances physiques. Ça veut dire que tout le monde D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes de cas enceintes qui disent non de rien. Alors là, c'est bien vraiment صغيرة. Ça veut dire il y a bien 22 ans. Bien sûr, si elle a mangé depuis son jeune âge, même comme le fast-food, pizza, les casse-croûtes et tout,
Elle n'avait pas de source en fer. Après, avec le pain blanc, elle était où sa source de fer? Et on n'a pas vérifié ses réserves en fer. Et bien, dès qu'elle va tomber enceinte, elle sera très fatiguée avec une diminution des performances physiques. Après, on a la diminution de la résistance aux infections. Alors, le fer est très important pour l'immunité. Si maintenant, on n'a pas assez de fer, eh bien, les femmes, elles sont tout le temps malades. Pourquoi c'est très, très important? Vous savez, par exemple, de cas, on est en période de grippe saisonnière. Une femme qui n'a pas le faire, qu'est-ce qu'elle va faire? La grippe tomate, la grippe tomate. Et la grippe est dangereuse parce que la grippe, elle peut donner des malformations quand c'est le premier trimestre, elle peut donner des avortements, elle peut donner des morts in utero. Alors, la grippe n'est pas anodine. Alors, surtout chez une femme qui a de l'anémie avec une mauvaise résistance. Ça veut dire que la grippe, elle va être transmise et elle aura des dégâts. Voilà, par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Après, on a les céphalées. La femme qui a une carence en fer, elle aura tout le temps mal à la tête, tout le temps mal à la tête, tout le temps mal à la tête. Pourquoi tout le temps mal à la tête? Parce que tout simplement, on a l'hémoglobine de troll, la constitution le fer rentre dans la constitution de l'hémoglobine. Pour l'hémoglobine, son rôle principal, c'est d'aider l'oxygène. Et l'oxygène, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la fonction de la cellule. Quand on manque d'oxygène, systématiquement, on a mal à la tête. C'est exactement ça. Puisque notre cerveau n'est pas bien, il n'a pas assez de sang qui arrive en qualité. Alors, on aura tout le temps mal à la tête. Après, les vertiges orthostatiques, c'est la même chose parce qu'on n'a pas assez d'oxygène. Et l'oxygène, c'est l'oxygène qui la dyspnée d'effort, c'est la même chose parce que ça le faire. كيجي n'importe quel escalier, le muscle لازم له de l'hémoglobine, لازم له de l'oxygène باش يخدم. وانت كي تمشي يدي بزاف من le sang. واش يصا؟ la personne qui تلهت pour ramener encore un peu plus d'oxygène qui va être transporté par l'hémoglobine parce qu'il n'y a pas assez à la base. On a assez d'hémoglobine pour transporter l'oxygène. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, on va respirer beaucoup pour rajouter un peu plus d'oxygène. Alors, on peut avoir une tachycardie fonctionnelle, réactionnelle, la tachycardie. Pourquoi la tachycardie? Maintenant, on a dit l'hémoglobine, son rôle, c'est de transporter l'oxygène. Transporter l'oxygène vers les cellules. Vous n'avez pas assez. Mais la cellule, mais assez. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Quand on fait un effort pour avoir un peu plus d'oxygène, et le corps, il va indiquer les palpitations. Ça veut dire il va être rapide. Pourquoi rapide? Il doit être plus rapidement pour avoir un peu plus d'oxygène. On peut avoir un souffle systolique fonctionnel. C'est quoi le souffle systolique? C'est le souffle d'alcool. C'est normal parce que le cœur travaille un peu plus. La pâleur cutanéo-muqueuse. La pâleur cutanéo-muqueuse, ça c'est essentiellement quand on est en anémie. Les conjonctives, elles vont être pâles parce que à l'âge des conjonctives, les vaisseaux, les petits vaisseaux très très bien. Et comme c'est avec du blanc, alors on verra très bien quand il y a un manque de fer et parce qu'il y a de l'anémie. Le sang, il manque de rouge dedans, il manque de globules rouges. Alors on aura les conjonctives très pâles.
la fragilisation des fanères. Les fanères, c'est quoi? C'est les ongles, c'est les cheveux. Le fer, il rentre dans la composition et des fanères et des cheveux. Quand vous n'avez pas assez, eh ben, ça se casse. Alors, mais tout ça, il ne faut pas le faut pas te au moment où les palpitations, la dyspnée, le souffle cardiaque, ça veut dire l'anémie, elle est, elle est, euh, elle est installée. Comment les sages-femmes, c'est quoi votre rôle? Déjà, avant la conception, قبل ما تطيح enceinte, لازم تبداي توعيها لا فام، قولي لها لو كان يجوك هاد الأعراض إذن لازم نديرو البيلون باش نشوفو اسكو عندك لو ستوك تاع لو فيغ تاعك ماشي مليح ولا اسكو عندك لانيمي. سي كوا هاد الأعراض؟ C'est au début la carence en fer avant l'anémie elle-même, avant l'anémie. C'est-à-dire, ما نحكيش l'anémie. Mais خاصك le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ما عندكش assez de عندك assez d'hémoglobine parce que les stocks تاعك le stock تاع la ferritinine اللي عندك في le foie راكي تيبريزي. واحد زعما عندك ستوك تاع ميديكامون، عندك ارموار معمره تاع لي ميديكامون ولازم تداوي الناس كل يوم. خلاص اللي نجيبوهم لك تاع لا فارماسي تاع كل لي جور راني نجيبو لك خلاص تروحي الستوك تاعك وتجيبي منه. بصح لو كان ما تعاوديش ترجعي الستوك تاعك il viendra les jours où c'est ça il y a plus de stock, il y a plus. Et s'il y a plus de stock ما تولي الانيمie تولي en maladie. Il ne faut pas نلحقوا لهادي. Alors quels sont les signes de la carence en fer? Ça veut dire quoi la carence en fer? Ça veut dire le stock تاعك المخزون en fer راهو ناقص. مازال ما عندكش لانيمي mais المخزون تاعك ناقص. Dans quel cas? C'est quand il y a لازم هاد الأعراض اللي نتفاهموا نتوما النساء تاعكم تبدا تبعث لا غروسيس ولا لو كان يجوك هاد الأعراض لازم تجي ولي دايما عيانة 12 الصباح عيانة 20 عيانة tout عيانة. D'ailleurs, il y a certains qui vont vous dire باخدت لها بولادي ما يقدر والو tout عيانة tout عيانة. Après on a l'irritabilité. غير تتقلق تتقلق tout تعيط تقلق تقول لك كاين certains femmes تقول لك مني روحي مانيش حملتها. Ça c'est pas normal. Ça veut dire que ça c'est de l'irritabilité importante. Alors que surtout au deuxième trimestre, la grossesse, c'est un état d'apaisement à cause des hormones. Alors que si au deuxième trimestre, elle est tout le temps irritable, c'est pas normal ça. Après, on a le manque de concentration. تقول لك طبيبة أنا غير ننسى مانيش كاع كونسونطري، إذا كانت صغيرة تقرا في لافاك ولا تقول لك مانيش نقدر كاع جو مو كونسونطر. Et la perte de cheveux. puis تقول لك شعري وغير يطير، شعري tout le temps يطير. Ça c'est très important. ما تخليش حتى لا فام هي تقول لك فوالا واش عندي، لازم تسقسيها. مادام كتعيي دايما، مادام كتقلقي بوغ غيان، مادام ما كيش تقدري تكونسونطري في حياتك et tout، مادام لي شوفو تاعك يطيحوا دايما، كي تقول لك si vous trouvez ces signes-là, là il faut explorer la dame, il faut rechercher la carence en fer avant d'arriver à l'anémie. Alors, les conséquences fœtales, ça c'est très important. Ça c'était la mère. La mère, voilà les conséquences chez elle. Maintenant, le fœtus. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le fœtus quand on a une carence en fer et une anémie? Les complications périnatales dépendent d'une anémie, dépendent de la sévérité de son ancienneté. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'hémoglobine حاطة بزاف ou est-ce que ça fait longtemps qu'il y a une carence en fer? Parce que واش قلنا لو بيبي يدي من عند سا مير. صح لا مير ما عندهاش بزاف واش تعطيلو اذا هو ما يديش. ايه واش قلت لكم في البيبي تاع لي توكي؟ قلت لكم بلي لو فير il rentre dans le développement des neurones. Ça veut dire du cerveau. Ça c'est une nouvelle entité اللي بدينا نعرفوها de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une hypotrophie fœtale. C'est normal, ما عندوش بزاف. Comment le métabolisme تاعو il va augmenter pour croître. ما عندوش. On peut avoir un accouchement prématuré. Beaucoup d'accouchements prématurés. Beaucoup de menaces d'accouchement prématuré.
تبدا يتحوسي ما كان والو ما عندها لانفيكسيون فاجينال ما عندها لانفيكسيون يورينير ما عندها والو الي بروب يا ريان ما تخدم قاعده في الدار ليتيروس نورمال il est pas mal formé il y a absolument rien du tout elle vous fait une menace sévère d'accouchement prématuré vous faites l'hémoglobine c'est bien عندها anémie à 9 tout simplement et cette anémie elle l'a depuis le début de la grossesse elle est ancienne et dans son accouchement prématuré et la menace d'accouchement prématuré, elle est en rapport avec son anémie et sa carence en fer. Alors, après, quand c'est très sévère, ça veut dire que le sang n'arrive pas assez au niveau du placenta, on aura un oligoamnios. C'est la même chose. L'oligoamnios, souvent, ما تصيبوا والو ما كان والو ما كان HTA, ما كان prééclampsie, ما كان y a rien et après on oublie la carence en fer, on oublie l'anémie. Mais ça, l'oligoamnios, c'est dans les anémies sévères. Et quand vous ne trouvez rien, mais vous ne pensez pas à l'anémie. Vous ne pensez pas à l'anémie. Si cette malade, elle aurait eu la prévention de son anémie, on ne saurait pas quelle est sa physiopathologie, s'il vous plaît. Alors, sa physiopathologie, l'oligoamnios, c'est quoi? Je vous ai dit, si vous n'avez pas assez de fer, vous n'avez pas assez d'hémoglobine, on est en anémie. La malade manège assez d'hémoglobine. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Elle n'a pas assez d'oxygène dans son sang. Tout seul, le placenta. Le placenta, il aura moins de sang dans la chambre intervileuse. Il y aura moins d'oxygène. Le fœtus, il aura moins de sang, moins d'oxygène dans son sang. Et qu'est-ce qu'il aura? S'il a moins d'oxygène dans son sang, il y a moins d'irrigation, vous avez raison. Et aussi, eh ben, le liquide, c'est du pipi. واحد ما ياكلش بزاف وما يشربش بزاف واحد نورمال نتوما باك هكا في رمضان لو ما نشربوش الماء اسكو نروحو بزاف لي تواليت نو il aura le bébé un oligoamnios c'est un défaut d'apport maternel. La maman ne lui donne pas assez parce elle est en anémie. C'est pour ça que je vous dis, là, il faut y penser. Et ce qui nous fait de la peine, c'est que tout ça, ça peut se prévenir. C'est rien. Je fais une formule, je fais un taux de ferritinémie. Déjà, la femme, ça c'est l'idéal. Avant ma père enceinte. Vous là, qui est enceinte, si maintenant une femme et un bébé, il est en oligoamnios, ça veut dire qu'il est en souffrance fœtale chronique. Et s'il est en souffrance fœtale chronique, ça veut dire qu'il va avoir une hypotrophie fœtale et il peut avoir un mauvais score d'Apgar à la naissance. Parce que, si vous vous rappelez, pendant la contraction utérine, physiologiquement, la chambre intervileuse, il y a un peu moins d'oxygène qui arrive au bébé. Alors, pendant la contraction, chez un bébé, il y a déjà assez de la chambre intervileuse. Ben, il y aura un peu moins d'apport. Ça veut dire qu'il va avoir une souffrance fœtale aiguë sur une souffrance fœtale chronique en fin de travail qui dit et parce que les contractions, déjà que le sang de la mère n'a assez d'oxygène, ou mais le bébé, contraction après contraction, surtout en fin de travail, il y a l'oxygène تاعو et du coup يخرج لك et parfois كاع الشوره ما كان والو multipart grave multipart j'ai cette P6 jet elle a accouché en 5 heures de temps il n'y avait rien RCF bon tout était bon mais il a pesé 3 kilos pour une grande multipart normalement on se pose la question parce qu'il y a la macrosomie de la multiparité mais معليش il a pesé 3 kilos poids normal c'est bon يخرج لك 4-5 d'abda, 5-6 d'abda. Après, tu te dis, mais il n'y avait rien. Liquide amniotique normal, liquide clair, il n'y avait rien. Pourquoi j'ai 5-6 d'abda? Eh bien, c'était une souffrance rajoutée sur une souffrance chronique. Juste, mais il faut penser à cette cause. L'hémoglobine,
Alors, même بعد ما سالتش بزاف ديري لها hémoglobine dans le postpartum, c'est bien 7. 7. Mais ça veut dire qu'avant l'accouchement, elle était à 9. Et ça pourrait expliquer, si la maladie est à la grossesse à 9, ça pourrait expliquer la souffrance de fin de travail. Et comme ça, mais تروحوش عليكم يقول لك انت ما عسيتيهاش منيح ما درتيهاش منيح. Parce que des fois, c'est ce qu'on dit. C'est soit la sage-femme, soit l'obstétricien, c'était de sa faute. Non, c'est pas uniquement de notre faute. Il fallait qu'elle aussi, pendant toute sa grossesse, qu'elle fasse super bien son alimentation. Mais si il y a des femmes pendant la grossesse, elles mangent n'importe quoi. Sandwich, chips, jus, n'importe quoi. Tout ce qui est néfaste pour la santé et ce qui est bien pour elle et pour son bébé, elle ne prend pas. Ça aussi, il faut les responsabiliser. C'est elles qui portent leur enfant. Elles sont responsables de ce qu'elles donnent à leurs enfants dans leur ventre. Alors, mais on sait une chose, que tout ça va augmenter quoi? La mortalité périnatale et néonatale. Parce qu'un bébé qui a souffert à la naissance, eh ben, il a un risque de décès néonatal qui est important. Et n'oubliez pas, c'est un bébé qui a eu moins d'oxygène durant peut-être toute la grossesse. Et aussi autre chose, c'est que on a dit que quand on manque de fer, on a une susceptibilité aux infections qui est très importante. Et ça pourra vous donner une RPM avec infection rapide, c'est positif, et le bébé, il vous fait une infection néonatale sévère et vous corrélez à l'anémie, vous trouvez une hémoglobine qui était très basse chez la mère. Il faut jamais oublier ces informations. Alors, je préfère finir le topo et répondre à toutes vos questions parce que sinon, je vais trop arrêter. Un petit peu dans le topo. Mais promis, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, je continue. Parce que là, je reviens sur cette augmentation de la mortalité périnatale et néonatale. Vous savez qu'en Algérie, il y a un plan qui va sortir, c'est le plan de réduction de la mortalité maternelle et périnatale néonatale. Là, vous savez, vous voyez, c'est un axe pour diminuer la mortalité inexpliquée. C'est un axe, c'est rien. نحوس عندها anémie. نحوس اللي عندها anémie, sans plus. Alors, là, je vais répondre directement à celle-là qui dit certains auteurs disent que le foie est riche en rétinol qui est néfaste pour le fœtus. Vous savez, dans la vie, tout excès est néfaste. D'ailleurs, ça veut dire qu'elle ne va pas manger, tous les jours du foie. Qui peut manger tous les jours du foie? Qui peut manger tous les jours du foie? Et en plus, 100 grammes de foie, vous n'allez pas avoir une concentration en rétinol qui est extrêmement importante. Vous allez avoir une petite concentration rétinale. Ça veut dire que l'alimentation de la femme enceinte, elle doit être variée. Elle va manger chaque jour quelque chose. Mais tous les jours. D'ailleurs, personne ne pourra manger tous les jours du foie. Important. Quand vous avez une malade qui accouche, vous savez très bien que l'accouchement, on ne peut dire que l'accouchement est normal que 48 heures après. Le risque d'hémorragie du postpartum, il est très important dans les 24 heures. Ce n'est pas uniquement après l'accouchement, mais dans les 24 heures.
Et les grandes multiparts, elles saignent beaucoup. Une malade qui est infectée, elle saigne beaucoup. Une femme qui fait un travail long, elle peut avoir une hémorragie de la délivrance. Et ça, un saignement normal pendant l'accouchement est de 500 cc. Si maintenant vous lui augmentez, vous lui donnez encore, vous lui rajoutez une anémie ou une carence en fer, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien, vous allez avoir une intolérance à l'hémorragie qui est très rapide. Une femme qui vous fait une hémorragie à 600 cc. Si elle avait avant l'accouchement, elle était à 12 grammes d'hémoglobine. C'est très bien. دات 600 cc تزيد راه سيني un peu, il n'y a pas de problème. تحبط لك بشحال تحبط لك تولي لك à 10 grammes d'hémoglobine, c'est pas un problème. Et une femme qui était déjà à 7, s'il l'a 700 cc, تحبط لك ب1 point ou 2 points, تولي لك 5 grammes d'hémoglobine, eh ben elle va te faire un état de choc pendant l'accouchement. Ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'en fin de compte, la tolérance à l'hémorragie de la délivrance, même quand elle est minime, elle va dépendre du taux d'hémoglobine avant même avant l'accouchement. Et aussi, un phénomène qui est extrêmement important actuellement, c'est le nombre important de césariennes. Et vous savez que pendant la césarienne, le volume, la perte fœtale, la perte de sang maternel, elle est plus importante que pendant un accouchement normal. Et malheureusement, on est à des taux de césarienne, aucun pays n'a de cas avec une augmentation très nette. Et moi, je suis persuadée au fond de moi que si on veut réduire ce taux de césarienne, la sage-femme, elle a un rôle prépondéral, vraiment prépondéral. C'est vraiment vous qui allez pouvoir diminuer nettement ce taux parce que vous êtes autour de la physiologie, vous êtes avec, pas uniquement pendant l'accouchement, avec la préparation à l'accouchement, avec la surveillance d'une grossesse, d'une bonne surveillance de grossesse, avec toute la préparation en fin de grossesse. C'est pas normal d'arriver à la fin de la grossesse, une primée 39 semaines, col postérieur long fermé. Col postérieur long fermé. On m'a dit qu'à 40 semaines, encore col postérieur long fermé. Si vous avez déclenché sur cette malade, même si vous déclenchez sur un dépassement de terme, c'est tellement un mauvais score qu'elle a beaucoup de chances d'avoir une césarienne. Et là, actuellement, on a des césariennes, des quadricicatricielles à 25 ans, 26 ans. C'est un drame tout ça. Et avec des accrétas, moi, la semaine passée, une 33 ans, une utérus cicatricielle, on l'a césarisée pour placenta accreta recouvrant, avec un père crétin, elle est sortie, alhamdoulilah, elle a été sauvée, mais avec une hystérectomie d'hémostase à 33 ans. 2 enfants uniquement. C'est pour dire que, et le saignement qu'elle a eu, il était extrêmement important. Après, il y a vous savez que quand on fait de l'anémie du postpartum, on fait aussi de l'infection du postpartum, parce que le risque infectieux, il est corrélé au taux d'anémie. Et le risque de transfusion, c'est que les transfusions, c'est pas rien. Normalement, une primie, elle devrait être transfusée par un groupe, par isogroupe isorésiste phénotypé. Et combien de fois on a trouvé du sang phénotypé dans le cadre de l'urgence? Ça, c'est la vérité. On ne le trouve pas. On ne trouve pas du sang phénotypé dans le cadre de l'urgence. Alors, cette femme-là que vous allez transfuser dans le cadre de l'urgence, elle a un risque d'allonisation dans les sous-groupes, elle a des risques de développer de l'anémie hémolytique. Ça veut dire qu'elle a des risques. La transfusion n'est pas rien. La transfusion, ce n'est pas rien. Il y a un risque, un problème aussi pour ses reins. Alors, du coup, et aussi, tout ça peut être prévu. Parce qu'une femme qui vient accoucher avec un 12 grammes d'hémoglobine, même تحبط لك 8, ما حاش ديري لها une transfusion. 7, ما حاش ديري لها une transfusion. هدي لها faire injectable. Mais vous allez éviter de la transfusion. Et ça, c'est de la prévention. Et tant qu'on ne fait pas cette prévention, et là, on peut agir. Vous pouvez agir. Tout le monde, on doit tous être sensibilisés par rapport à cette prévention de la carence martiale.
Et une femme qui est à 7 grammes d'hémoglobine qui vous fait une hémorragie de la délivrance. Quand on est, c'est une malade, quand vous êtes dans un grand centre hospitalier, vous avez un réanimateur, vous avez tout le monde, vous avez une banque de sang. Vous allez la sauver. Mais dans une maternité loin, non chef de wilaya, vous n'avez pas de réanimateur avec une jet à complète, vous êtes obligé de la faire accoucher. Elle était à 7 grammes d'hémoglobine, vous la faites accoucher, elle vous fait une hémorragie. Est-ce que vous avez le temps de la mettre dans une ambulance et la prendre ailleurs? Vous n'avez pas le temps. Ça veut dire que l'accouchement, c'est ça son problème. On a un problème de temps. On a un problème de temps et vous pouvez avoir un décès maternel juste par choc hémorragique. Et ça, c'est quand même très malheureux actuellement. Alors, dans le postpartum, quel est le problème de la carence dans le postpartum? Premièrement, il y a l'anémie du postpartum a été associée à de la dépression du postpartum. Vous savez que les malades, dans le postpartum, elles font du baby blues. Ça, c'est à cause de la chute hormonale. Mais quand vous avez de l'anémie associée, eh ben, ce baby blues, il devient beaucoup plus important. De la fatigue, je vous ai dit, le fer, il rentre dans tous les métabolismes. L'échec de la lactation, il a été incriminé dans l'échec de la lactation et l'arrêt précoce de la lactation. Pourquoi? On a dit que le fer, il rentre dans tous les métabolismes. Puisqu'il rentre dans tous les métabolismes, ça veut dire que la lactation est un gros métabolisme. Et en plus, si la femme elle-même n'a pas assez, comment elle peut donner assez pour son bébé? Eh bien, elle n'aura pas assez de lait, elle va se fatiguer, le bébé va se fatiguer, ça va devenir vraiment quelque chose de pas naturel. Et vous savez que ça aussi, c'est un autre problème dans notre pays. L'allaitement maternel dans notre pays est aux alentours de 17%. Vous imaginez un pays musulman, où il y a un allaitement maternel, on sort avec 17%. Un pays européen nordique, Finlande, Norvège, qui sont après, ils ont dépassé 90% d'allaitement maternel. C'est quand même, ça veut dire si on veut aussi améliorer, vous voyez, on a commencé par des besoins en fer. On se retrouve avec une diminution de la tolérance de l'hémorragie du postpartum, une diminution de l'accouchement prématuré, et une amélioration de la lactation, une réussite de l'allaitement maternel. Ça veut dire qu'on tourne autour de la grossesse, du postpartum, du nouveau-né. C'est quand même juste pas de faire. Un minéral de rien du tout qui est en train de modifier complètement, qui va avoir un impact très important sur la vie de la femme et son enfant. Alors, ça c'est la nouveauté. Ça c'est la nouveauté et plein d'études, surtout qui ont été publiées entre 2022 et 2024, qui ont associé l'anémie avec les anomalies comportementales et neurodéveloppement de la progéniture. C'est quoi les anomalies comportementales partout? C'est ce qu'on a, par exemple, je vous donne un exemple. Maintenant, les enfants hyperactifs, tout le temps hyperactifs. Ils bouge tout le temps, ils ne se concentrent pas. L'école, il ne se concentre pas. Il a 2 ans, il bouge partout, il bouge partout. Et même l'autisme. D'ailleurs, il y a tellement d'autistes maintenant, il y a des théories qui incriminent le manque de fer. Il y a une pathologie qui est très importante. Les gens, maintenant, il faut la rechercher chez les femmes. C'est ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Si elle a un manque de fer, et son enfant, et quand il dort, il bouge. Il bouge dans tous les sens. D'ailleurs, certains, pour sa grand-mère, vraiment, au lieu de bouger, de partout.
c'est le syndrome des jambes sans repos. Ça veut dire qu'il est obligé de frapper ses jambes il les bouge, il bouge ses jambes tout le temps. Et ça peut être même les femmes, hein, c'est le syndrome des jambes sans repos. On sait que ce syndrome des jambes sans repos, la carence en fer sans anémie y est incriminée. Et comme les réserves du fer du nouveau-né en fer, il les prend de chez sa mère. Ça veut dire que si la mère était en carence, le bébé à la naissance, il aura, même s'il n'est pas anémié, mais il aura des réserves en fer qui sont carencées. Et en plus, vous avez vu tout à l'heure la balance chez l'adulte. Il a des réserves. Mais l'enfant, il doit avoir, il doit croître. Et la croissance, elle utilise énormément de fer. Et en plus de ça, il part à la crèche, il sort dehors, il s'infecte. Et l'infection, quand il est en carence en fer, il y a des enfants, et encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consommer sans fer. Ça veut dire que cette réserve en fer chez la mère, elle va la transmettre chez son enfant. C'est très, très important qu'elle la donne, que l'enfant naisse avec une excellente réserve en fer. D'ailleurs, les prématurés, par exemple, on leur rajoute toujours du fer parce qu'ils ont une réserve en fer qui est basse à cause parce qu'ils sont nés avant terme. Mais s'ils allaitaient leur mère avec l'allaitement maternel, leur mère, elle leur donnera du fer. C'est ça que l'allaitement maternel, il n'y a pas mieux. Il faudrait aussi que ce qu'elle donne la mère soit complet. Alors, diagnostic de l'anémie. Quand est-ce qu'on dit que la femme est en anémie? La définition de l'OMS et de toutes les sociétés savantes sont claires. Au premier trimestre, on dit que la femme est en anémie quand elle a un taux d'hémoglobine qui est moins de 11. Et le deuxième, troisième trimestre, quand c'est moins de 10,5. Allez, on garde 10,5, mais je suis plus. Par exemple, une femme qui est à 11, elle est normale. 10,6, elle est normale. C'est ce qu'on appelle l'hémodilution, parce que les œdèmes et tout, c'est une dilution. Alors, je suis désolée, juste un petit problème de connexion. Vous savez, c'est le problème de l'Algérie, hein, sur bien. Et là, je reviens vers vous. Voilà, on est là. Voilà, on est là. Maintenant, on est au diagnostic. Voilà. Alors, le diagnostic, il y a quelqu'un qui a son sang, s'il vous plaît. Alors, le diagnostic de l'anémie. Le diagnostic de l'anémie, comme je vous ai dit, il y a un taux d'hémoglobine inférieur à 11 au premier trimestre, 10,5 au deuxième trimestre, 10 dans le postpartum, après l'accouchement. On dit que l'anémie est légère quand elle est supérieure à 9, quand elle est entre 7 et 10, elle est modérée, et on dit qu'elle est sévère quand elle est inférieure à 7 ans. Toute anémie n'est pas due à une carence en fer. Et c'est ça ce qui est très important. On parle de carence en fer quand elle est microcytaire hypochrome. C'est quoi microcytaire hypochrome? Ça veut dire que vous avez un VGM inférieur à 80 et vous avez une CCMH qui est inférieure à 30. Ça, c'est très important. Ça veut dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez
vous allez voir l'hémoglobine. J'ai une hémoglobine inférieure à 11 au premier trimestre. Je suis au deuxième trimestre, au troisième trimestre, je suis en hémoglobine inférieure à 10,5. Je suis dans le postpartum. J'ai une hémoglobine inférieure à 11. Ça, c'est très important parce que beaucoup de femmes ont des hémoglobines à 10,5 dans le postpartum. On dit non, elles n'ont pas d'anémie vraiment. Si, c'est une anémie. Enfin, alors, non, elles ont plutôt une hémoglobine à 10,5. Elles ont une anémie. Non, c'est pas une anémie. C'est juste parce qu'elles viennent d'accoucher et il y a beaucoup d'hémodilution et tout. C'est tout à fait normal. Elles doivent être inférieures à 10 pour parler d'anémie. Et on va parler si elle est mais pas encore en stade d'anémie. Je suis en carence en fait. Là, je vais avoir une anémie. Quand mon fer et ma ferritinémie, mon sang, il est inférieur à 12. Quand c'est inférieur à 12 microgrammes par litre, là, l'anémie va arriver. Mais quand ma ferritinémie déjà est inférieure à 30, je parle de carence martiale. Ça veut dire, moi, je ne dois pas attendre inférieur à 12. Dès que j'ai inférieur à 30, je dois supplémenter pour ne pas arriver au stade d'anémie. Excusez-moi 2 minutes. Habiba. Votre camp. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quand j'ai une anémie, ben, ma ferritinémie, elle va être très basse, c'est normal, je n'ai même pas besoin de faire une ferritinémie. Parce que quand j'ai un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 11 au premier trimestre, inférieur à 17,5 deuxième, troisième trimestre, je n'ai pas besoin de faire un taux de ferritine. Parce que la ferritine, elle va être systématiquement quand quand vous avez une hémoglobine normale au primaire, elle est supérieure à 10,5, là, c'est de elle a 30, là, il faut supporter. Par contre, c'est une chose, ça, si il y a des surprises, ça veut dire une stabilité sous le gens, elle a, elle a alors, quels sont, maintenant, quand est-ce que vous allez demander une ferritinine? Alors, il y a beaucoup de pays, par exemple, les pays asiatiques, les États-Unis. Actuellement, ils demandent systématiquement la ferritinémie, même quand l'hémoglobine est normale, aux déjà
avant la conception, قبل ما تفد تقول لك راني حابه نفد ولا le premier parce que ce qu'on a dit, c'est très important pour le bébé. Et quand la carence est importante, c'est là où il y a des problèmes chez le bébé qui vont s'installer. Alors, mais chez ces femmes-là qui ont des facteurs de risque, systématiquement vous demandez. Je ne vais pas demander, mais personnellement, systématiquement, compromis en préconception, trimestre, je demande systématiquement l'hémoglobine est normale. Je la demande parce que je sais s'il y a une carence martiale. Alors, comment les femmes qui ont une sorte de risque de vous demander la de ménorragie préconceptionnelle, ça veut dire quoi? Est-ce que les règles كانوا يدوك بزاف يسيلوا بزاف ça les sang dépasser les apports qui les antécédents de carence martiale ça veut dire c'est à madame j'ai madame موضوع لاكوشمون نقول لك ايه شربتو 10 ايام 15 يوم جاتني لا كونستيباسيون حبست demande systématiquement une formule si elle est normale, intopéritinémie. Parce qu'il y a des carences martiales probables. Les grossesses rapprochées. Chaque grossesse, le bébé, est déjà 300 mg. Et la perte de l'accouchement. C'est difficile pour une femme. زيدت منها 40 عاودت تفدت وقتاش عاودت ترجع لي ريزيرفون تاعها ومن بعد كي تفتح enceinte le bébé يزيد يدي comment elle va faire elle n'aura pas le temps et du coup les grossesses rapprochées c'est une source de carence martiale. Quand on parle de grossesse rapprochée, c'est qu'il y a minimum moins d'1 an entre les deux grossesses. Après, on a les l'avortement est très rapide. Souvent, parfois, les femmes qui refusent l'avortement, on attend systématiquement le faire pour reconstituer leur réserve. Le placenta est très énergique pour l'accouchement, si c'est une césarienne. Et là, parfois, les réserves ne sont pas. Dire qu'on va faire on va reprendre les réserves très rapidement. Après, on a les grossesses multiples. Si un an de 300 mg, deux de 600 mg, 3 enfants, 900 mg, c'est difficile dans la grossesse gémellaire d'avoir suffisamment de fer deviendra un taux de ferritinémie. On a la dénutrition. La dénutrition, il y a des dans certains pays, dans certaines régions, et la nutrition, vous savez, il y a beaucoup de aux femmes célibataires, les adolescents. Ça veut dire son métabolisme déjà il dit l'enfant
Ça veut dire qu'il y a quand même des carences en fer et surtout, que l'adolescente, par exemple, à l'heure actuelle, est basée sur le fast-food. Et le fast-food, a zéro apport en fer. Des pain blanc, mayonnaise, perturbateur endocrinien, le poulet élevé avec les hormones, c'est tout ce qu'il y a. Et du coup, ça, où elle est la source de il y en a. Et du coup, ça, elles sont systématiquement. Alors, d'ailleurs, vous avez vu que le premier mois, c'est l'irritabilité, l'instabilité, le défaut de concentration. Je pense qu'après cette communication, beaucoup de vous, celles qui ont des adolescentes, des enfants, sont comme ça très hyperactifs ou qui ont des troubles de la concentration, hémoglobine, taux de ferritine. Vous savez, vous allez être surpris par le taux de ferritinémie très basse chez les enfants et chez les adolescents. Après, on a les maladies entraînant une malabsorption. On a la maladie cœliaque, les maladies cœliaques. Après, il ne faut jamais oublier la parasitose. Avec, on a beaucoup de parasitose. Et une des parasitoses les plus efficaces, c'est la giardiase. La giardiase, c'est un parasite, il sort du duodénum. Où on a l'absorption du fer, elle se fait où? Au niveau du duodénum. Ça veut dire, la giardiase, c'est une maladie qui a la saleté des mains et qu'on mange beaucoup. Ça veut dire, on la trouve beaucoup surtout dans les pays où il y a beaucoup de température et de l'humidité. L'humidité, les fast-foods, l'hygiène, comment elle est, et surtout quand c'est, vous savez, tout ce qui est cuit à 100% brûlé, le four, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est méchoui, après ça, c'est un problème. Les salades, tout ce qui est cru, tout ça, ça donne beaucoup de choses dans ce sens. Et alors, surtout, une femme qui vous dit j'ai tout le temps mal au ventre, un petit peu, parce que ça donne des moments, surtout la situation qui s'aggrave en été, il faut toujours penser à la giardiase. Comment on va dépister? On fait d'abord une formule au premier trimestre. Normalement, cette formule, elle doit être faite systématiquement pour toutes les femmes avec facteur de risque. Mais, je vous ai dit, certes, comme les Américains, comme les Asiatiques, chez toutes les femmes, pas uniquement avec facteur de risque, au premier trimestre, quand l'hémoglobine est normale, on demande systématiquement une ferritinémie. Personnellement, je demande une ferritinémie avec une formule systématiquement pour toutes les femmes au premier trimestre. Si maintenant, la femme n'a aucun facteur de risque et vous n'avez pas voulu lui demander au premier trimestre, ou elle n'a pas eu les moyens de le faire, surtout la ferritinémie, il n'y a pas dans le public et tout. La formule, c'est simple, mais la ferritinémie, non. Là, vous devez demander une formule systématiquement à la fin du 6e mois de grossesse. Alors, l'OMS, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommande une supplémentation systématique à des doses variant entre 20 et 40 mg de fer par jour dès la première visite ou à partir de 20 semaines. L'OMS, pourquoi elle recommande ça pour tout le monde? Parce qu'en vérité, si vous avez la possibilité de faire une ferritinémie, c'est mieux. Faites un dosage. Mais si vous n'avez pas la possibilité de faire une ferritinémie, eh bien, vous pouvez faire une supplémentation systématique chez toutes les femmes dès le premier trimestre ou à partir de la 20e semaine. Mais remarquez très très bien la dose. Elle n'est pas très importante. C'est 20 à 40 mg par jour de fer. En réalité, c'est quoi? C'est les besoins. Qu'est-ce qu'on a dit? Au début, on a besoin de 20 mg, après 25 mg. Après, ça va devenir 20 mg au début du premier trimestre. Et au 3e trimestre, ça va devenir 30 mg. Et parfois, quand la malade est carencée,
on arrive entre 45 et 50 mg. Ça veut dire que, parce que tout simplement, dans les pays, parce que l'OMS, elle donne les recommandations essentiellement pour les pays sous-développés ou en voie de développement, parce que souvent dans ces pays-là, l'accès à une nutrition qui est bien équilibrée n'est pas tout le temps facile. Alors, le bénéfice, c'est quoi? C'est que vous allez améliorer le taux d'hémoglobine, vous allez diminuer le taux d'anémie à terme, vous allez aussi diminuer le taux de transfusion. Parce que votre problème dans des maternités bas, est-ce que vous avez la transfusion? Vous ne l'avez pas. Souvent, vous n'avez pas de sang. Et ça, c'est un gros problème. Et aussi, on diminue les hypertrophies fœtales, l'accouchement prématuré, l'HTA, tout ce qu'on a dit. Alors, la mortalité, et à la fin, qu'est-ce qu'on va diminuer? La mortalité fœtale, néonatale et tout ce qui est actuellement, tous ces troubles neurologiques à long terme. Alors, la supplémentation non systématique, c'est chez les femmes non anémiques, là, vous avez un taux de ferritinémie. Chez les femmes non anémiques présentant un risque accru de carence en fer, soit donc les facteurs de risque, si avant la grossesse, elle a une grossesse gémellaire, grossesse reprochée, dette, avortement avant, dette, antécédent de placenta prévia, antécédent d'hémorragie de la délivrance, antécédent de césarienne hémorragique. Tout ça, on sait elle mange pas bien, elle tout ce qui apporte le fer, mais les légumes verts. Il y a des femmes avec nous, ni légumes verts ni rien. Ça veut dire qu'elles sont, c'est sûr qu'elles sont en carence. Mais vous n'avez pas eu la possibilité de faire un taux de ferritinémie. Vous pouvez, dès le début, donner 40 à 80 mg de fer élémentaire. Vous avez vu que pour ce qui est de la supplémentation systématique, c'est 20 à 40 mg de fer systématique chez la femme enceinte recommandée par l'OMS. Là, c'est le double à peu près, une fois par jour. Alors, vous savez que maintenant, les dernières études ont prouvé une chose. Tout simplement parce qu'il y a une chose. Si on revient, je vais vous montrer ça, comme ça vous allez être convaincu. Si on revient à ça, vous avez vu, le fer, il rentre grâce à un récepteur, un transporteur. Le nombre de récepteurs est le même. Yani, tapiha, 3 comprimés, tapiha, 1 comprimé, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas plus de récepteurs. On a un nombre de récepteurs déterminé, qui est saturé avec une dose qui est supérieure à 80. Il se sature. D'ailleurs, il y a même des études qui ont prouvé, et là je vous ai mis, que vous pouvez avoir le même effet si vous donnez pas tous les jours le fer. Tapez ou 2 à 3 fois par semaine. Et ça, c'est très important. Parce que le plus gros problème du fer, c'est la non-observance. C'est la constipation, les ballonnements abdominaux, les tria, bien sûr, la tarde déjà 2 comprimés par jour, parce que les récepteurs, كاين ان تو باين وما تزيدي لا دوز ما تزيديش ما حاش يدخل بلوس يدخل لك 2 ملغ هذا واش يدخل لك على فان دو الغروسيس يدخل لك 4 ملغ تحطي واش تحطي ما يدخلكش بلوس ça veut dire quoi ça veut dire que mais تزيدي لو فير هذاك لو فير اللي يكون في لي سيل اللي يخرج في لي سيل هو يعطي constipation هو يعطي ça veut dire que si vous diminuez la dose et les jours c'est-à-dire elle ne prend pas ça tous les jours, qu'est-ce qu'il y aura? On va diminuer tous les effets indésirables. Ça veut dire, vous pouvez commencer à 1 comprimé par jour. Elle vous dit, je suis constipation, je vais vraiment touche. D'accord, madame. La sage-femme dit à la sage-femme, قبل ما نحملتوش هكا قولي ما كاش مشكل ما تشربيش tous les jours. الشربي نهار بنهار. Chaubé 2 fois par semaine. N'oubliez pas, on est chez des femmes non anémiques. عندها une carence. حابة ما تجينيش l'anémie. C'est autre chose. Après, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, soit vous donnez systématiquement, mais le dosage de la ferritine, c'est pas grave. عندك les facteurs de risque, je le faire. Sinon, je peux doser, et ben je dose de la ferritinamide. Comme ça, je vais avoir vraiment ces réserves, comment elles sont, et je vais surveiller mon traitement après. Qu'est-ce qui est très important? Ça, c'est bien, c'est la pratique, c'est très important. Le fer se prend à jeun le matin. Mais chez le complexe vitaminé, quand il y a un complexe vitaminé de la grossesse ou non, parce que le calcium du complexe vitaminé inhibe l'absorption du fer. Le magnésium du complexe vitaminé inhibe l'absorption du fer. Le fer du complexe multivitaminé inhibe l'absorption du zinc, hein, qui est très important pour le métabolisme de l'organisme. Ça veut dire que et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner son fer. Notre صباح agent, شرب الحبة تاع le fer تاعها وحدة avec soit de l'eau, soit une source de vitamine C. Là, quand on est dans une هكذا في الشتاء كاين تشينا المندالي تاخد un jus d'orange avec son comprimé de fer et elle arrête. Elle attend 1 heure et elle mange. Maintenant, parce que souvent, le jus d'orange, surtout à la fin, ça donne de l'acidité. تاخد son comprimé avec de l'eau. L'eau, le matin, à jeun. Le jus d'orange, تاخدوه avec son jus d'orange, point. Voilà. Alors, mais surtout, gardez ça en tête. Pas de thé ou de café. Le thé et le café inhibent l'absorption du fer. Alors, le traitement maintenant de l'anémie. Le traitement de l'anémie, je vous en parle un peu, mais c'est juste parce que les généralistes et tout, c'est bien de les informer des actualités. Alors, c'est la même chose. Il doit être instauré rapidement par le professionnel de la santé qui s'occupe de la patiente, rapidement. C'est la même dose que la prévention de la carence. Allez, c'est important. Les récepteurs, c'est les mêmes. عندك anémie, عندك carence, عندك شغل عندك un niveau فوق وما تدخليش كيما الباب عندك un wagon يدي عندك un train de marchandises. Le train تاع les marchandises فيه des wagons. Les wagons, imaginez-vous que ça soit c'est les récepteurs, les يدخلوا le fer من bled qui est l'intestin, le bled qui est le sang. عندك 10 les wagons. تجيبي قنطار سلعة ولا تجيبي 10 قناطر سلعة. إذا تجوزي كاين 10 les wagons. اسكو تزيدي عليهم؟ ما تزيديش. اللي حيدخل c'est le même. ما يدخلش كثر. C'est la même chose. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même, c'est 40 à 80 mg chaque jour, une fois par jour, le matin. Et si elle est intolérante, pour la constipation, vous allez prendre 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est les actualités, ça c'est très récent comme données. Je suis persuadée que d'ici quelques années, ils vont enlever le tous les jours et ça va devenir 2 à 3 fois par semaine. Alors, gardez ça en tête et pour vos malades et vous allez voir que vos malades vont être beaucoup mieux. Alors, هذيك تاع زيد تخرجوا بهذه 2 خطات 3 خطات في النهار نساوها ما كاش. Et un comprimé par jour, un seul. Alors, ce qui est très important aussi, ce traitement, il doit être prolongé pendant 3 mois. كي تصيبي بلي عندها لا كارونس سونتير لازم au moins 3 شهور. Maintenant, صبتي عندها لا كارونس سونتير في البروميير تريميس ما عندهاش انيمي بس عندها فيريتينيمي à 25 elle est en carence ولا عندها فيريتينيمي à 40 بصح عندها syndrome des trucs sans repos, des jambes sans repos qui est important. كيف نمد لها حبة jusqu'à la fin de la grossesse mais aussi mais là اللي تكون عندك elle est entre 30 et 70 de ferritinémie. ما تعطيهاش tous les jours. عطيها 3 fois par semaine من الديبي تاخذ نهار بنهار. Si elle est inférieure
à 30, entre 30 et 12, تعطيها tous les jours. Intolérant, تعطيها 2 à 3 fois par semaine. Si elle est anémiée, c'est kiff, une fois par jour, tous les jours, ou 2 à 3 fois par semaine, la constipation est. Mais vous continuez ça jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. 6 semaines. C'est une personne qui a un problème de réserve. Ça veut dire que même pendant la grossesse, elle ne va pas récupérer ses réserves. ما تقدرش pendant la grossesse. Il y a un bébé ويدي معاها. Après, 6 semaines après l'accouchement, on verra. Alors, la prise après, par contre, une femme qui a une anémie sévère, inférieure à 7, on a l'anémie sévère inférieure à 7, modérée entre 7 et 9. Ou bien elle a une anémie à 9, mais elle la tolère pas. Des palpitations, ça, elle ne tolère pas. Ça, elle ne tolère pas. Il faut vérifier. Parce que quand vous donnez du fer, il faut 3 semaines après, vérifier la ferritinémie. La matlach, c'est qu'elle n'absorbe pas le fer. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire que même durant toute la grossesse, la ferritinité, ça veut dire qu'elle a un problème d'absorption. Elle n'absorbe pas le fer. Et dans ce cas, il faut aller lui faire du fer injectable. D'ailleurs, quand vous découvrez une anémie, même légère, chez une femme au-delà de 34 semaines, il faut lui faire une injection de fer, du fer injectable. Pourquoi? On est à 35. La ferritine à partir de la 2e semaine. Ça fait poulet à 36. L'anémie, لازم 3 semaines. Daki 37 semaines. Même بعد. Tu n'as pas le temps. Après 34 semaines, on n'a pas le temps de laisser l'organisme normalement avec le fer. Alors, ce qui est meilleur, c'est de donner du fer injectable directement, parce que le fer injectable, d'hémoglobine qui monte directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez anémie sévère, symptôme important, ou une femme au-delà de 34 semaines, il faut l'adresser en milieu spécialisé. L'accouchement, important. L'anémie ferriprive, par contre, elle ne doit pas influencer votre décision d'accouchement. C'est tout au contraire. Quand vous avez une anémie, il vaut mieux qu'elle accouche par voie basse que par voie haute. Parce que la voie haute, elle donne beaucoup plus d'hémorragie de la délivrance. Par contre, quand vous avez une hémoglobine qui est inférieure à 10, on a dit au 2e trimestre, on dit qu'une anémie, quand elle est inférieure à 10,5, 2e, 3e trimestre. Quand elle est inférieure à 10, il faut impérativement que la malade accouche dans un endroit où il y a un obstétricien. C'est-à-dire, une sage-femme. Parce que les vérifier si quand il y a hémorragie de la délivrance, parce que parfois, il faut rentrer, parfois faire soit une démonstrale, ligature artérielle, même l'épisio, même s'il y a un normal ou des épisodes. Imaginez l'épisode, elle file et tout, ça va être très, très grave. Et là, non, ça doit être médicalisé et avec un obstétricien. Alors, les femmes souffrant d'anémie ferriprive aussi, qui t'arrive une femme, elle a une anémie ferriprive, une obstétricien et tout. Il ne faut pas que la 2e phase du travail soit longue. Vous savez que le travail long, qu'est-ce qu'il donne? Il donne des hémorragies de la délivrance. Et en plus, le travail long, la 2e phase du travail, c'est là où les contractions, elles sont rapprochées. Et la chambre interbileuse, on a pendant le travail, pendant l'accouchement, surtout à la fin, c'est un bébé qui a une souffrance chronique, dit la réduction du volume de sang de la chambre interbileuse, eh ben, il aura une souffrance aiguë importante. Alors, l'anémie du postpartum, prenant inférieur à 10 grammes, le taux d'hémoglobine qui est inférieur à 10 grammes dans les 48 premières heures. Mais au cours des 6 semaines suivantes, il doit être, on dit qu'il y a une anémie quand c'est inférieur à 12. Ça veut dire qu'il délie l'hémoglobine 48 heures après l'accouchement. Si elle est inférieure à 10, c'est une anémie.
Ça veut dire le 11 elle n'est pas anémique. Ça t'a oublié 48 heures après. C'est-à-dire dans 3 jours, 3-4 jours, t'as oublié. Là où l'est 12, elle n'a pas d'anémie. Ça, le 10, c'est une anémie. Voilà, c'est quand même important. Et il faut toujours la dépister chez toutes les femmes à risque. Ça, il faut le retenir. Inférieur à 10, 48 premières heures. Inférieur à 12, quand c'est entre 10 et 6 semaines. Alors, il faut toujours faire de la prévention de l'hémorragie de la délivrance. Et quand on a une anémie du postpartum, qu'il a au début, il faut systématiquement une supplémentation pendant 3 mois. 3 mois à la même dose. Là, je vous ai donné juste 2 exemples de fer ferreux. Ce n'est pas pour faire de la pub, hein, c'est ce que j'ai trouvé comme fer ferreux en Algérie. Parce que ce que je vous ai dit, c'est du fer ferreux, F2, ce qu'il faut, parce que c'est là où il y a la meilleure absorption. Alors, on a le Fémacure. Quand vous voyez 200 Tasaïdan, ce n'est pas 200 fer. Hein. Ça donne, c'est des comprimés à 200, mais en réalité, ça délivre 60 mg de fer. Ça veut dire que vous êtes bien dans la norme de l'OMS pour ce qui est de la supplémentation ou de la... Si vous avez une ferritinémie qui est normale, ça veut dire qui est au-delà de 30 jusqu'à 70, vous voulez faire de la supplémentation systématique, vous avez une ferritine qui est supérieure à 30, là, vous pouvez donner un demi-comprimé, ça peut suffire, parce que là, vous êtes à 30 mg. Vous pouvez donner juste un demi-comprimé par jour. Maintenant, si vous êtes à une ferritinine qui est inférieure à 30, là, vous allez donner un comprimé. Le ferrosanol, vous êtes là à 80 mg. Là, le problème, c'est que vous ne pouvez pas le couper parce qu'il n'est pas sécable, parce que c'est pelliculé. Voilà. J'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que, comment dire, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Vous avez vu que c'est quand même très important de dépister cette anémie, surtout qu'on peut la prévenir et comme ça, on va prévenir beaucoup de complications. Là, je vais essayer de répondre à vos questions, s'il y en a. Alors, là, alors il y a plein de personnes qui me demandent la diapo. Alors, pour ceux qui me demandent la diapo, il faut savoir que cette formation a été enregistrée par la direction de la population au niveau de la direction de la formation au niveau du ministère et par le ministère. Et du coup, vous pouvez leur demander et honnêtement, ça ne me dérange pas que vous l'ayez, pas du tout. Si ça peut vous servir au quotidien, pourquoi pas. Alors, merci beaucoup, professeur. Eh ben, là, je suis en train de voir un petit peu les questions. C'est vrai que vos commentaires tournent autour de l'alimentation. Je vous ai dit, maintenant, on doit faire quelque chose. C'est de revenir à une alimentation saine. C'est vrai qu'on est des médecins, on est des prescripteurs, mais on doit resensibiliser nos femmes autour de l'alimentation saine parce que c'est la clé. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est très important actuellement et on le sait, c'est la programmation de la vie d'un adulte qui se fait dans les 1000 jours. Les 1000 jours, c'est quoi? C'est dans le ventre de sa mère et la première année de sa vie, est-ce qu'il mange? Et tout est autour de l'alimentation. C'est vraiment dire à vos femmes, ne mangez plus dehors, mangez sainement, mangez des légumineuses, bien, ça c'est très très bien, il y a de tout dedans. Les céréales complètes, arrêtez le sucre, arrêtez la farine blanche, ça c'est quand même très, très important. Alors, il y a un qui me dit l'importance du fer sérique dans l'anémie, aucune, ça ne sert absolument à rien. Si les seuls dosages qu'il faut faire, c'est un taux d'hémoglobine avec une formule avec un taux d'hémoglobine VGM et CCMH pour voir que l'anémie est microcytaire hypochrome, parce que c'est comme ça que je dirais elle est ferriprive et vous dosez la ferricinémie. Ça, c'est très important.
quand vous avez une anémie, ça ne sert à rien de doser la ferritine. Elle est systématiquement très basse. C'est quand vous n'avez pas d'anémie et vous avez des facteurs de risque, là, vous allez demander la ferritinémie et vous allez voir le statut de ces réserves en fer. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme réponse, comme message? Je n'arrive pas à voir le message. Alors, voilà. Alors, c'est tout le monde qui parle de vous voulez ah oui, et l'acide folique. Ça, c'est une excellente question. Oui, oui. Alors, vous savez que l'acide folique, systématiquement, on va le prescrire en préconceptionnel et 3 mois pendant le premier trimestre de la grossesse. Mais c'est vrai que c'est important de rajouter, c'est 300 mg d'acide folique, hein, sans plus. Hein. C'est pas, vous avez Glucosamine par exemple, il y en a beaucoup, c'est 5 mg. C'est 360 mg d'acide folique est largement suffisant. Et c'est vrai que c'est important d'associer les deux. Mais quand vous avez donné les 3 mois d'acide folique au début, de manière régulière tous les jours, vos réserves en acide folique sont faites. En postpartum immédiat, quand on refait une FNS de contrôle 6 heures, non, vous la refaites le lendemain. Vous la refaites dans les 6 heures après quand vous avez une hémorragie importante avec un problème hypovolémique. Sinon, vous la refaites le lendemain. Si vous êtes inférieur à 10, vous êtes en anémie du postpartum, ce qui est très intéressant. Parfois, si vous êtes dans un service où vous avez du fer injectable, mettez du fer injectable à vos malades, à vos femmes, surtout que souvent les femmes après, quand elles partent chez elles, c'est très rare qu'une femme prenne les 3 mois de fer, les 3 mois non-stop, à cause de l'intolérance. Quand vous avez du fer injectable, offrez aux femmes cette opportunité de l'avoir. Comme ça, elles ne vont pas être fatiguées. Surtout moi, honnêtement, ce qui me fait beaucoup mal au cœur, c'est le fait que nos femmes n'allaitent pas. Vous avez vu qu'une anémie est source d'arrêt d'allaitement. Alors, donnez-leur du fer injectable pour conserver cet allaitement et le faire réussir. Alors, il y a aussi, alors, dosage de la ferritinémie n'est pas systématique, mais en présence des symptômes soutenant avoir une carence. Oui, ça, c'est les recommandations. Mais je vous ai dit, après, les recommandations s'adaptent. Personnellement, je le demande systématiquement parce que honnêtement, j'ai très rarement trouvé une ferritine en base. Très rarement. Parce que tout simplement, nos femmes, elles n'ont pas le temps de récupérer leur carence martiale. Alors là, est-ce que alors il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il vous plaît une autre présentation sur la contraception avec plaisir. Vous demandez à la direction de la formation. Ils veulent une communication sur la contraception, ça me fait un plaisir de vous la faire. Alors, la supplémentation en B9 en présence de B9 activé, là réellement, je n'ai pas compris la question. La B9, oui, j'ai répondu à la question. Alors, formation sur l'EDU avec plaisir. Alors, l'hématome, l'anémie est la cause d'hématome rétroplacentaire, pas de manière indirecte, puisque la RPM c'est un facteur de risque d'hématome rétroplacentaire et l'HTA gestationnel est un facteur de risque d'HRT et du coup, par déduction, elle pourrait être, dans ces cas-là, cause d'HRT. Alors, pourquoi pas le faire pour préparer à une grossesse avec de l'acide folique? Personnellement, je le fais quand j'ai de la consultation d'infertilité et on m'adresse les malades en préconceptionnel. Systématiquement, la malade, elle a un dosage de la ferritinémie si l'hémoglobine est normale et je prépare toujours, je récupère les réserves avant même la conception. Je vous ai dit actuellement, il y a beaucoup d'articles qui sont en train de sortir en rapport avec
avec la carence en fer et les troubles du comportement chez l'enfant, et parce qu'il est né avec des réserves en fer qui ne sont pas assez bonnes. Et même la femme, le taux d'irritabilité qu'elle peut avoir, la fatigabilité, tout ça est en rapport. Et n'oublions jamais une chose, l'immunité. L'immunité, la femme enceinte, quand elle est en carence, elle va choper tous les virus du monde, et ça, c'est pas bon. Et il y avait une question au début, d'ailleurs, j'ai pas répondu. La vaccination, oui. La vaccination chez la femme enceinte est recommandée. Actuellement, dans les pays développés, elle fait partie des recommandations pour diminuer la MIU inexpliquée, les malformations. La femme, elle peut avoir des malformations fœtales qui sont dues c'est des malformations faciales, parce que le virus de la grippe a un tropisme neurologique. Alors, vous allez avoir toutes les malformations en rapport. Et alors, la vaccination MIHA, parce que vous évitez ces malformations-là, et la MIE, le retard de croissance, l'accouchement prématuré, tout ça, c'est pour ça que, et l'avortement, combien de femmes, Jet compte, elle a avorté au 3e mois de grossesse, 4e mois, 5e mois, moi, Jet ni la grippe, semaine elle fait. Jet a la grippe, 4 jours après, Jet stop, elle saigne, elle en avortement, et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut, vous, les sages-femmes, c'est très important parce que vous êtes en train de refléter la grossesse normale, normale. Et ça, et tout ça, on veut ne pas arriver à la pathologie. On veut la prévenir. Et c'est votre rôle, c'est la prévention de toutes les pathologies gynécologiques et gravidiques qui entourent la femme. Voilà. Et alors, je pense que c'était... Voilà. Ah, la vaccination de la sage-femme. Pourquoi elle voudrait vacciner? Oui, elle peut vacciner, il n'y a pas de problème, la sage-femme. Est-ce qu'on peut avoir une hémoglobine correcte avec une ferritinémie basse? Oui, je l'avais dit tout à l'heure. Quand vous avez une ferritinémie inférieure à 30 et supérieure à 12, vous n'avez pas d'anémie. Vous avez de l'anémie quand votre ferritinémie est moins de 12. Supérieure à 12, vous n'avez pas encore d'anémie, vous avez toutes les carences. Vous avez la fatigabilité, l'irritabilité, la chute de cheveux, l'essoufflement, tout ça, vous l'avez. Voilà. Je remercie. Alors, la correction de l'anémie dure 3 mois ou bien 6 mois? Alors, la correction de l'anémie dure 3 mois. Mais chez une femme enceinte, vous continuez jusqu'à la fin de la grossesse et 6 semaines après l'accouchement, parce qu'elle ne pourra pas avoir, et elle ne pourra pas avoir continuer de rajouter dans ses réserves, surtout vers la fin de grossesse, parce que l'enfant prend beaucoup et les apports alimentaires vont devenir insuffisants. Alors, c'est pour ça qu'on va continuer, mais là, vous pouvez, par exemple, après 3 mois, passer à 2 à 3 fois par semaine, tous les jours. Et je veux conclure sur ça. Un comprimé par jour. Un comprimé par jour, bulk. Pas plus que ça. Voilà, je remercie tout le monde. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, professeur, pour cette formation. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci à tous les participants. Ça va aider nos femmes et nos sages-femmes dans leur pratique. Et Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Alors, à la prochaine, Inch'Allah, avec d'autres formations. Eh bien, ils vous ont donné des thèmes de la formation. Justement, quand tu m'as fait alors j'ai noté les thèmes la contraception et d'autres thèmes que nous oui. Alors, il y a une là qui vient d'envoyer un message. Elle a dit, est-ce qu'on contrôle la formule chaque mois? Non, vous la contrôlez. Vous contrôlez la formule, la première formule 3 semaines après. Si vous voyez qu'il n'y a aucune modification, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Eh bien, merci beaucoup tout le monde. Merci, professeur. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Au revoir.
Recording stopped.